Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux me maquiller avec des grands classiques. Laissez-moi préciser un petit peu ce que j'entends par là. Je vais me maquiller avec les produits qui, on va dire entre 2016 et 2018, faisaient un peu le buzz. J'ai choisi ces années parce que c'est les années de l'explosion vraiment du make-up, du contenu make-up sur YouTube. D'après moi, en tout cas, c'est les années pendant lesquelles moi, j'ai redécouvert ma passion pour le maquillage à travers justement le contenu YouTube. Il y a deux choses surtout qui m'ont donné l'envie et l'idée de faire cette vidéo. D'une part, j'ai vu que ça se faisait sur quelques chaînes de personnes qui faisaient un make-up type 2016 avec les sourcils un petit peu bien dessinés, avec le full glam, etc. Une façon de faire son make-up avec beaucoup de poudre qu'on voit quand même beaucoup moins de nos jours. Et aussi le fait que les nouveaux influenceurs, surtout sur TikTok, moi j'ai pas l'application mais bon j'entends quand même parler de ce qui se fait et de ce qui s'y dit, on a une nouvelle génération d'influenceurs beauté qui parfois redécouvrent un petit peu des produits que nous on a dans notre tiroir depuis des années et qui reviennent finalement sur le devant de la scène. Et donc tout ça m'a donné envie de parcourir mes tiroirs et d'essayer de retrouver ces produits qui, environ entre 2016 et 2018, en tout cas pour moi, étaient un petit peu les produits incontournables sur YouTube. Les produits que tous les influenceurs beauté mentionnaient encore et encore et encore. C'est évidemment une liste complètement subjective parce que c'est basé surtout sur ce que moi je regardais, c'est basé sur ce dont moi je me rappelle et c'est basé aussi sur les produits que j'ai. Donc, assez parlé, on va commencer à se maquiller. Pour la base, j'ai tout de suite pensé à la Professional de chez Benefit qui, à l'époque, ouais, tout le monde l'adorait. Je pense pas que ça sera encore mon cas maintenant. Alors de base, c'est une base siliconée pour venir combler les pores. Elle est efficace. Faut quand même faire gaffe parce qu'elle peut faire des petites pluches. Donc faut pas en mettre trop. Faut pas frotter comme ça parce que sinon c'est sûr que ça va être le bordel. Faut vraiment bien essayer de la presser dans la peau. Et je pense quand même que c'est le genre de base qui maintenant va être un petit peu trop asséchante sans doute pour moi. Alors j'ai de la crème hydratante que j'ai mis ce matin, là on est un peu l'après-midi, mais j'ai mis de la crème hydratante ce matin et de la crème solaire. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous montre la consistance. Bon là j'en ai pris beaucoup trop mais c'est juste pour bien vous montrer à quoi ça ressemble. On est clairement sur une base silicone qui comble les pores et qui floute et qui matifie. Bon, je ne sais pas si vous verrez vraiment la différence, mais il y a une différence qui se remarque. Mais comme je vous dis, si on frotte, ça fait des petites peluches, donc il faut vraiment en prendre un tout petit peu et presser le produit. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Cette base, elle est vraiment iconique au point où ils en ont sorti d'autres après, parce qu'il y en a une que j'ai aussi d'ailleurs en version hydratante qui est, oui, un petit peu moins sèche peut-être. Il y en a une aussi qui existait que j'avais à une époque, mais je n'aimais pas du tout en version un petit peu lumineuse. Alors je sais pas si vous verrez la différence. Il y a une petite différence visuellement, il y a surtout une différence au toucher où en effet ça laisse la peau plus douce et un peu veloutée, mais c'est pas pour moi la plus efficace. La plus efficace pour combler les pores c'est toujours celle de chez Tarte à mes yeux, mais c'est pas non plus le même genre de texture. Donc j'en ai en trop, j'ai pas mis tout ce que je vous ai montré. Puisque je vous dis, il faut éviter de trop en faire avec cette base, sinon ça pile en dessous du fond de teint et c'est pas top. Alors en fond de teint justement, écoutez, j'ai pas mal hésité parce que, bon, j'ai pensé forcément, j'ai été regarder aussi en ligne, j'allais regarder un petit peu, j'ai fait quelques recherches Google pour m'aiguiller quand j'avais vraiment pas d'idée. Fond de teint, il y a le Born This Way de Too Faced qui est très connu à l'époque, très mis en avant, mais moi je l'aimais pas trop et d'ailleurs je ne l'ai plus. J'ai pensé au All Hours de Yves Saint Laurent, mais je pense pas qu'il était si connu que ça, c'est surtout parce que moi je l'aimais beaucoup, je pense que c'est pour ça qu'il me revient en tête. Il a été reformulé depuis d'ailleurs. L'Infaillible de L'Oréal qui il me semble existait déjà à l'époque, mais il y a quand même un grand classique qui
et je pense un petit peu oublié et de façon assez cocasse. À l'époque je ne l'ai pas du tout testé, mais je l'ai acheté un petit peu plus récemment et j'en suis tombée amoureuse et je me suis dit mais oui, enfin pourquoi j'avais pas testé ce fond de teint avant. Il s'agit du Double Wear de chez Estée Lauder. Moi je l'ai en tout petit format et j'ai la teinte 4N1 Shell Beige qui est beaucoup trop foncée pour moi, donc je vais le mélanger un petit peu. Donc là, comme je vous ai dit, je vais le mélanger avec un petit peu de mon pigment blanc pour l'éclaircir. Bon, après, on est en plein après-midi, je vais nulle part, donc j'ai envie de vous dire, si la teinte ça va pas, c'est pas bien grave, hein. Ouais, finalement, je crois que la teinte ça va aller. Et donc, c'est parti. On est sur un fond de teint qui a une bonne couvrance. Alors vous voyez, on voit quand même encore un petit peu mes boutons en transparence. Après, j'ai pas insisté particulièrement non plus sur cette zone, mais ça reste une bonne couvrance. Il est très joli en fait. Il est vraiment très joli parce que tout en étant couvrant, il est un peu imperceptible. En fait, il a un très joli fini sur la peau. C'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup et que je voudrais me racheter dans une teinte qui me correspond un petit peu mieux. Malheureusement, a priori, je l'achète plus dans cette marque qui n'est pas cruelty free. Mais écoutez, quand on trouve un fond de teint qui est aussi joli sur sa peau, on a envie de faire une exception, hein. Et en l'honneur de l'époque, on va mettre du fond de teint sur sa bouche. Et écoutez, finalement, la base est pas mal aussi. Alors, je vous dis, visuellement, c'est pas celle qui va le plus combler les pores, mais ça donne quand même un effet assez... ouais, assez velours, assez doux, assez mat, mais sans être asséchant. Donc, écoutez, tout compte fait, ça reste une bonne base. C'est juste que moi, dernièrement, je préfère mettre des bases plus hydratantes et plus glowy parce que je vieillis. Pour l'anti-cerne, comment parler de la grande époque du make-up sur YouTube sans parler du Shape Tape de chez Tarte? Alors même à l'époque il ne plaisait pas forcément à tout le monde, hein. Il y avait déjà des détracteurs parce que bon, c'est un anti-cerne qui est très couvrant, très épais, c'est pas le plus flatteur, c'est pas le plus délicat, le plus discret clairement, mais c'est un anti-cerne qui était, je pense, à l'époque le plus vendu, et moi c'était mon anti-cerne préféré, mon incontournable, mon infaillible, et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, vraiment très longtemps, et je vous dis, je vieillis, on en est tous là, et je serais curieuse de voir, tiens maintenant, est-ce qu'il me plaît toujours autant, ou est-ce que je vais me dire, waouh, là c'est plus possible. Donc écoutez, je vais prendre la teinte 22N, d'habitude ma teinte c'est 20S, mais là ça me paraît un petit peu clair, donc on va bien voir ce que j'en pense, cette odeur. Bon, il est clairement toujours aussi couvrant. Alors c'est vrai que là tout de suite, je sens qu'il est plus sec et moins hydratant que les anti-cernes que j'ai eu l'habitude d'utiliser régulièrement ces derniers temps. Mais de nouveau, il a un côté du coup où c'est un peu plus mat tout de suite, qui me déplaît pas, surtout avec la base que j'ai en ce moment. Maintenant, ouais, je pense qu'une fois que j'aurai poudré et qu'il aura vieilli d'une heure ou deux, je pense que ça va être quand même un petit peu sec. Après, il n'y a rien à faire. Il est très couvrant, très efficace, très lissant. Mais je vous dis, à partir du moment où vous commencez à avoir des rides, bon, c'est lissant jusqu'au moment où ça file un petit peu, parce que quoi qu'il arrive, ça va filer un petit peu. Et alors, c'est moins harmonieux, quoi. Et on va justement le fixer. Alors, pour la poudre, j'ai d'abord pensé à Laura Mercier, parce que c'est un grand classique, une poudre culte. Si vous ne l'avez pas, qu'est-ce que vous attendez? Et elle l'est depuis très longtemps, mais elle est toujours restée un peu sur le devant de la scène. Alors, elle est peut-être moins mise en avant maintenant, mais elle est toujours très utilisée, j'en suis persuadée. C'est pas une poudre qui a été complètement oubliée. Quand je dis complètement oublié, je parle de moi, hein. Moi, c'est toujours vraiment un produit que j'utilise très régulièrement. Là, moi, j'ai voulu me focaliser sur le produit non seulement qui était vraiment dans le top du top entre 2016 et 2018, mais en plus de ça, qui aujourd'hui, par moi y compris, ont été un petit peu oubliés ou mis de côté. Et donc, j'ai ressorti la poudre de chez Katy Airspan, qui est une horreur, absolument. Alors, je ris parce que c'est pas une horreur, c'est une très belle poudre, enfin une très belle poudre. C'est une poudre très efficace, vraiment très pigmentée, très mate, très lissante, mais c'est intense. Alors c'est intense d'une part en termes de fini et de résultats. Clairement, si vous voulez un make-up naturel, un peu glowy,
Non, non, prenez pas cette poudre, c'est aussi intense en termes de fragrance, puisque c'est une poudre qui est parfumée. Oh, mon Dieu, oh, j'avais oublié cette odeur. Je l'ai toujours, hein, ça fait longtemps que je l'ai, et je l'utilise plus jamais. Waouh, j'avais oublié, mais oui, c'est vraiment très, très, très parfumé. Vous voyez la poudre Huda, que d'ailleurs maintenant elle a sorti sans parfum, elle est parfumée. Moi, ça me dérange pas parce que, bon, de base, la fragrance dans les produits, même si c'est pas nécessaire, moi, ça me dérange pas trop, je suis pas particulièrement sensible à ça. Et en plus de ça, je vais bien avouer que l'odeur de la poudre Huda, je l'aime beaucoup. Ça, c'est Huda x 100. Et en plus, l'odeur me plaît quand même vachement moins. Et écoutez, je vais pousser le truc à fond parce que non seulement je vais utiliser cette poudre, mais je vais faire du baking avec et je vais utiliser mon éponge puisque c'est quand même surtout comme ça à l'époque que ça se faisait. C'est vrai que j'ai pas pensé, j'aurais pu faire aussi le, vous voyez, le triangle parce que l'anti-cerne c'était jusque là qu'on le mettait, hein. Mais écoutez, on va pas non plus pousser. Donc je replace l'anti-cerne, je m'assure que ça n'avait pas bougé et c'est parti. Ah, le bon vieux baking qui fait qu'il y a toujours un moment dans le make-up où on se dit qu'ai-je donc fait? Donc pendant que la poudre pose et se réchauffe à notre teint, on va avancer avec le reste des produits teint. Bon, désolé hein, du coup pour la vision là. En bronzer, j'ai hésité. Alors j'ai pensé au Physicians Formula, au Butter Bronzer qui était très connu, qui en plus est pas cher. J'ai pensé aussi au Chocolate Soleil de chez Too Faced, j'ai pensé au Hoola de chez Benefit, il y en a pas mal qui me sont venus en tête de bronzer, et puis finalement j'ai penché pour cette palette, la Shade and Light Contour de chez Kat Von D, qui maintenant s'appelle KVD, mais moi j'ai encore l'ancienne avec toujours Kat Von D. Parce que je pense que bon, le bronzer Hoola, ça reste quand même d'actualité. Tous ceux que je viens de vous citer, j'ai l'impression qu'ils sont quand même toujours un peu dans les parages. Cette palette, ben, à mon avis, elle a été un peu oubliée, notamment parce que la marque aussi a été pas oubliée, mais a changé de nom plusieurs fois. Or, à l'époque, c'était une marque vraiment qui était pas mal sur le devant de la scène et mise en avant par les influenceurs. Donc, ça m'a paru être le bon choix pour aujourd'hui. C'est donc une palette dans laquelle vous aviez 3 teintes de contouring et 3 teintes pour illuminer. Moi, je vais utiliser cette teinte parce que celle-ci est un petit peu trop froide, celle-ci un petit peu trop foncée. Donc, je vais prendre celle-là. On est sur une palette qui est quand même pas mal poudreuse hein, en termes de formulation. Et je vous ai dit, moi là, je prends la teinte qui est moins froide parce que j'ai pas envie de faire du contouring. C'est vrai que de nouveau, j'aurais pu. J'aurais pu, dans l'esprit de la vidéo, de refaire ce genre de make-up qu'on faisait à l'époque. Le contouring était très tendance, mais ouais, même à l'époque où ça se faisait, j'étais moins fan parce que c'est joli en vidéo et en photo, mais en vrai, le contouring, ça peut vite être gris et puis ça peut vite se voir. Encore une fois, c'est très joli pour faire de la photographie, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, je l'utilise juste plutôt en bronzer pour venir réchauffer un petit peu le teint. Alors, en blush, écoutez, ça a été un peu compliqué parce que je me rends compte que les blushs depuis quelques années vivent leur heure de gloire. Mais vraiment, à l'époque, les blushs, c'était pas forcément le truc le plus mis en avant, j'ai l'impression. Alors, j'ai pensé à Warm Soul de chez MAC, au blush MAC de manière générale. Mais encore une fois, j'ai pas l'impression qu'ils aient été si oubliés que ça. En tout cas, pas par moi, ils font partie toujours de mes grands favoris. J'ai pensé aussi au Amazonian Clay de chez Tarte. Mais de nouveau, il me semble qu'on en entend quand même toujours parler. Je pense quand même que pour moi, le blush qui me paraît le plus iconique quand je repense à ces années particulièrement, c'est le blush Orgasme de chez NARS, que j'ai ici dans un petit duo, que je n'utilise jamais parce que je le trouve pas très joli. En vérité, c'est une base rosée un petit peu pêche, corail comme ça, et il y a des petites paillettes dorées, mais les paillettes sont vraiment intenses et du coup je trouve pas qu'il soit très flatteur. Je l'ai parce que voilà, c'est un grand classique du make-up, c'est un blush qui a un petit peu révolutionné le blush à l'époque et étant grande amatrice et collectionneuse de make-up, je trouve ça important de l'avoir dans ma collection, mais c'est vrai que j'utilise pas et je vais pas non plus l'utiliser aujourd'hui. Je vais utiliser un autre blush de chez NARS parce que je vous dis déjà à l'époque j'aimais pas trop le blush Orgasme et
que au-delà de ce blush, je pense que globalement les blushs NARS étaient très mis en avant et très appréciés, notamment parce qu'ils offraient une grande sélection de teintes qu'on ne trouvait pas forcément ailleurs. Encore une fois, de nos jours les blushs, toutes les marques en ont 15 sortes différentes, 15 couleurs différentes. À l'époque c'était pas forcément le cas. Or NARS, ils offraient non seulement une très belle formulation, mais une très belle sélection de teintes. Donc moi, je vais utiliser la teinte Bumpy Ride parce que tout en étant un blush dans le même genre de teinte et aussi un petit peu lumineux, c'est un petit peu plus soft quand même que le blush Orgasme. Je vais pas me prendre la tête, par contre, je vais réutiliser le même pinceau parce que là, j'ai pas envie d'en salir 10 000 et juste, je le frotte sur ma serviette devant moi et c'est parti. Alors il me semble qu'ils ont récemment reformulé et ressorti leur blush NARS. Je ne sais pas s'ils ont vraiment changé ou pas la formulation. Ceux-ci franchement ils étaient vraiment très bien hein, les blushs de chez NARS parce que on peut pas trop se louper si vous voulez. Ils sont pas hyper poudreux, ils sont pas trop pigmentés, ce qui fait qu'on peut vraiment les construire, prendre son temps et on a un résultat qui est toujours très joli. Et encore une fois ils offrent quand même pas mal de couleurs différentes. Bon, je vais maintenant retirer l'excédent de poudre de mon baking. Et écoutez, j'ai plus l'habitude de me voir avec un teint aussi mat, mais finalement, c'est pas mal aussi, hein. On finit le teint avec l'highlighter et là, sans aucune hésitation, Becca, évidemment. Alors, j'aurais pu penser aussi à Ofra, mais voilà, Becca, ça reste vraiment la star de l'highlighter, c'est ceux vraiment qui l'ont mis sur le devant de la scène et plus particulièrement la teinte Champagne Pop qui encore une fois n'est pas forcément ma teinte préférée mais voilà, grand classique, l'highlighter incontournable de l'époque. La marque a été un peu oubliée parce qu'elle n'existe plus malheureusement. Alors on peut toujours retrouver certains des produits de la marque Becca, notamment les highlighters ou en tout cas certains highlighters en passant via Smashbox qui a racheté du coup quelques produits de la marque. Mais comme la marque n'existe plus en tant que telle, c'est vrai qu'on n'entend plus parler malheureusement. Ça reste d'après moi des bons highlighters. C'est vrai que maintenant on fait tellement de formulations différentes à tout type de prix, tout type de formulation, de couleurs, etc. que ça peut paraître un highlighter assez banal. Mais à l'époque, c'était quelque chose. Et ça reste d'après moi un très joli highlighter. Il y a parfois des produits qui, je trouve, ont un peu mal vieilli dans le sens où peut-être qu'on se contentait du peu qu'on avait, enfin du peu qu'on avait, vous voyez ce que je veux dire, on se contentait de ce qu'on avait et on n'a peut-être pas encore forcément conscience et connaissance de tous les produits et toutes les formulations différentes qu'on a maintenant. Et donc oui, il y a parfois des produits où on se dit en fait vraiment c'était pas ouf. Moi ces highlighters, je trouve que ça reste des très jolis produits, très beaux sur la peau. Vous pouvez clairement aujourd'hui trouver beaucoup plus intense, vous pouvez aussi trouver beaucoup plus naturel et joli sur le teint. Mais ça reste un très beau produit que j'utilise encore de temps en temps. Et on va maintenant fixer tout ça avec un petit coup de spray. Et quel spray si ce n'est le All Nighter de chez Urban Decay. Je pense pas qu'il ait été oublié particulièrement. Mais bon, c'est vrai que encore une fois, c'est un produit peut-être un petit peu plus ancien qui parfois revient sur le devant de la scène. Qui est toujours très apprécié et qui fait toujours ce qu'il faisait hein, à l'époque. Mais bon, c'est peut-être moins le spray auquel on va penser aujourd'hui en termes de spray pour fixer le make-up. Et pourtant, c'est toujours, d'après moi, un des sprays les plus efficaces pour vraiment faire tenir le maquillage. Alors l'odeur, j'ai jamais aimé cette odeur. Je me rappelle quand je l'avais acheté il y a des années, c'est un autre hein, celui-là, mais le premier que j'avais acheté il y a des années, quand je l'avais utilisé la première fois, je m'étais dit mais oh mon dieu, quelle est cette odeur? Pourquoi est-ce que personne m'a prévenu? Parce que je regardais beaucoup, je vous dis, de vidéos sur le make-up sur YouTube et je voyais plein de gens parler de ce spray et personne disait l'odeur, c'est bof. L'odeur, je la trouve dégueulasse. Moi, elle me dérange quand même. Au-delà de ça, je vous dis, il est vraiment très efficace pour faire tenir le make-up le plus longtemps possible. Ceci dit, il est quand même un peu asséchant. Il y a pas mal d'alcool dedans. Donc moi, c'est pas le spray que je vais avoir envie d'utiliser au quotidien. C'est pas le spray que je vais avoir envie d'utiliser pour fondre les matières ensemble, pour rajouter un petit peu de vie dans mon make-up quand j'ai mis beaucoup de poudre et que je veux que ma peau paraisse un petit peu plus naturelle. Donc là, j'ai déjà mis beaucoup de poudre, ça va pas aider. Mais en l'occurrence, ça fait très bien tenir le make-up. Par contre, l'odeur, vraiment... Oh. On passe aux sourcils et le premier produit auquel j'ai pensé, c'est le Day Brow de chez Anastasia Beverly Hills, qui était donc la pommade pour les sourcils que à l'époque,
comment vous dire, qu'on prenait un pinceau et alors on l'utilisait pas du tout comme on devait l'utiliser ni comme elle l'expliquait, hein. Non, non, on traçait le sourcil, mais vraiment un sourcil bloc délimité comme c'est pas permis. Et après, on venait encore corriger avec de l'anti-cerne. Enfin, les sourcils, c'était quelque chose. J'ai vu une photo de moi il n'y a pas longtemps, de l'époque du Nouvel An, de l'année 2018-2019, bref, où je vois sur la photo juste le côté de mon sourcil et je le reconnais et je me dis, ah ouais, Anastasia, des brows, le sourcil hyper intense. J'ai plus ce produit malheureusement et je suis en no-buy pour le moment. Donc de base je serais pas contre de le racheter pour le réessayer, mais voilà, j'ai pas envie d'acheter un produit juste pour une vidéo et en ce moment de toute façon j'ai pas le droit. J'ai du coup aussi pensé au crayon à sourcils chez Benefit parce que ça reste voilà des grands classiques, c'est la marque de sourcils par excellence, mais j'ai plutôt eu envie de rester chez ABH et d'utiliser ce tout petit brow wiz dans la teinte Soft Brown. C'est Sandrine qui me l'a donné parce qu'elle l'aime pas du tout parce qu'il est trop sec. Moi c'est justement pour ça que je l'aime, parce qu'il est sec juste ce qu'il faut et du coup on se loupe vraiment pas. Ça reste quand même un classique de l'époque, hein. Peut-être bien qu'il a été un peu oublié, je vous avoue que pas par moi. Moi ça reste pour moi un de mes crayons à sourcils préférés. C'est toujours celui auquel je compare tous les autres. C'est pas celui que j'ai toujours dans ma collection, d'ailleurs je l'ai pas en ce moment en format classique. C'est pas celui que je rachète sans cesse parce que bon clairement c'est pas donné et qu'on peut vraiment trouver des crayons essence à 2-3 euros qui sont corrects. Donc je le rachète pas à chaque fois, mais c'est toujours pour moi le point de comparaison. C'est toujours par rapport à celui-là que je vois, ok, est-ce que le crayon à sourcils me plaît ou pas. Et je suis très contente du coup de l'avoir là en petit format et je pense que je vais bientôt m'en racheter un en grand format. Moi à l'époque ma teinte c'était taupe. Ici c'est soft brown, j'ai fait un petit swatch vite fait sur ma main et je pense que ça va aller. Alors c'est peut-être un rien trop chaud par rapport à mes sourcils, mais comme c'est souvent le cas hein, avec les bruns en ce qui me concerne en tout cas, mais ça fait l'affaire et en termes de texture, ouais, c'est exactement ce que moi j'aime. Pour le gel à sourcils maintenant, pareil, je me rappelle du gel à sourcils Anastasia Beverly Hills mais que je n'ai plus. Et puis bah du coup, on va aller chez Benefit parce que c'était à l'époque, ça l'est quand même toujours, la marque de produits à sourcils. Moi perso leurs crayons je les aime un petit peu moins, mais le gel à sourcils est bien, donc on va utiliser celui-ci. J'ai pas vraiment eu d'autres marques qui me sont venues en tête pour les gels, très franchement. Je pense que c'est une étape qui est venue plus tard en ce qui me concerne dans ma routine. J'ai pas le souvenir de rajouter du gel quand je faisais mes sourcils avec le Deb Brow, parce qu'en même temps ils étaient tellement épais que même si les sourcils retombaient, je veux dire ils retombaient dans mes sourcils, vous voyez, enfin bref. Du coup, Benefit c'est très bien. Pour les yeux, alors bon, les palettes ABH, on reste dans le thème, dans la marque. Les palettes ABH à l'époque, c'était à chaque fois qu'il y en avait une nouvelle qui sortait, c'était mais la folie. Il y a plein d'autres palettes qui peuvent venir en tête, mais il y en a quand même une qui m'est venue en tête tout de suite et qui en plus était une palette en collaboration avec une youtubeuse. C'est la palette de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill qui ressemble à ceci et que tout le monde, absolument tout le monde avait dans sa collection, tous les influenceurs en parlaient. Je pense que ce qui a participé au succès de cette palette, c'est le fait que c'était une influenceuse qui l'avait faite, qui était à l'époque très connue et très appréciée. Sans doute un petit peu moins maintenant, par moi en tout cas, mais c'est très personnel. Et puis c'était Morphe qui était à l'époque une marque qui était très mise en avant. Ça a été une des premières marques à faire des collaborations avec des influenceurs, avec des youtubeuses beauté. Et du coup, ben oui, forcément, c'était une marque dont on entendait beaucoup parler. Et cette palette, ça reste un grand classique. C'est aussi ce genre de produit que j'ai dans ma collection parce que amatrice de make-up, d'histoire du make-up, et collectionneuse de make-up. Voilà, j'aime bien l'avoir parce que c'est un incontournable. En tout cas de l'époque, c'était un incontournable. Très honnêtement, si je m'en débarrassais, je verrais pas la différence parce que j'utilise jamais. Il y a pas mal de teintes qui font un petit peu doublon. Elle est bien faite, hein, c'est pas ça, mais voilà, c'est pas une palette, moi, qui reste gravée dans ma tête comme moi, ou une palette que j'adore utiliser, mais c'est une palette iconique, donc on va l'utiliser aujourd'hui ensemble. Bon, par contre, on va faire très rapide parce que déjà, c'est principalement chaud, et là, j'ai un haut un petit peu rosé, je sais pas si on va trouver quelque chose qui va bien se fondre avec. Et ouais, là, j'ai pas forcément envie de faire un truc hyper compliqué, donc on va faire simple, rapide et efficace.
Je vais commencer avec la teinte MFIO juste ici. Avec un pinceau estompeur de chez NYX, c'est le numéro 16. Je retire bien l'excédent. Donc maintenant que j'ai une teinte de transition assez discrète, je vais prendre la teinte Powder qui est juste là, qui est donc un petit peu plus foncée. Je reste avec le même pinceau, je tapote un petit peu. Et là je reste plutôt vers le coin externe, toujours dans le creux, et j'étire. Donc là ça a rajouté un petit peu de définition. Je vais prendre maintenant la teinte Sissi qui est... pas duochrome, on va pas s'emballer, mais où il y a quand même des petits reflets, on dirait qu'il y a une base un petit peu rose gold et puis un petit peu de reflets rosés. Je vais prendre maintenant un pinceau un petit peu plus précis de chez Sephora et je vais prendre la teinte Beam, juste là, qui est pas métallique mais pas mat, c'est un espèce de satiné, ah oui quand même bien lumineux. Ouais, du coup ça va être peut-être un peu trop intense. Je pensais que ça allait être plus satiné et plus discret. C'est une étape que je faisais beaucoup à l'époque, hein, d'aller mettre un point de lumière là juste en dessous du sourcil. C'est vrai que là j'y pense plus trop, mais là du coup c'est rien intense, donc je vais estomper tout ça. Très jolie teinte du coup, j'avais oublié qu'il y avait ce genre de formulation parce que je vous jure que dans le pan comme ça a l'air très léger, très discret. Mais en vrai, c'est bien lumineux, mais c'est pas des paillettes, c'est pas métallique, je sais pas comment expliquer, c'est très joli. Mais vous voyez, je redécouvre un petit peu la palette avec vous. Et du coup, on va faire pareil, un point de lumière ici, vers le coin interne. Alors, en termes de crayon et d'eyeliner, il n'y a pas un truc qui me vient particulièrement vite en tête. Moi j'ai quand même le souvenir de Stila, mais Stila c'est pas une marque qui se fait par ici, dont on entend beaucoup parler par ici. Mais Stila, j'ai encore d'ailleurs des eyeliners liquides de chez eux qui étaient vraiment très bien. Et pareil, ils avaient un crayon aussi qui était très bien, qui tenait très bien. Mais j'ai pas envie de faire un trait de liner. J'ai pas forcément envie d'utiliser du crayon non plus. Donc on va sauter cette étape et se dire que voilà, il n'y a pas de truc, de marque en particulier, de produit en particulier qui me saute aux yeux. Donc on va en rester là, on va passer directement en mascara. Donc je vais déjà commencer par recourber mes cils. Et en mascara, donc, il y en a plusieurs qui me sont venus en tête. Le Balenciaga Saks de chez Too Faced, en marque un petit peu plus luxe et classique depuis des années. Il y a aussi Hypnose de chez Lancôme. Mais il y en a quand même un dont je me rappelle particulièrement qui était vraiment la folie à l'époque. C'est le Lash Paradise. Et en fait, il est dans mes tiroirs de produits à tester, à retester depuis pas mal de temps. Donc, je vais l'utiliser, l'ouvrir avec vous aujourd'hui. Donc, je l'ai déjà utilisé, hein, il y a des années. Donc, à cette époque-là, je l'avais, je l'adorais. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne. À l'époque, il était apprécié, entre autres, parce que c'était un dupe du Balenciaga Saks, justement. Alors, la brosse est un petit peu moins en sablier que ce dont je me rappelle. Mais écoutez, on va voir si c'est toujours un mascara que j'aime ou pas. Oui, très joli. J'aime beaucoup l'effet qu'il fait sur mes cils parce que c'est pas le plus intense, hein. On voit, on n'est pas sur un volume absolument dingue, mais il est joli. C'est pas non plus un truc inexistant et il a bien séparé mes cils, il fait pas de paquet, il fait un très joli effet. Pas le plus dingue, mais vous voyez, ça fonctionne quoi. Et vous voyez, là, je l'utilise en une couche légère et rapide parce que, vous l'aurez compris, j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais si mes souvenirs sont bons, il peut vraiment se construire et être plus intense. Je pense que c'est vraiment pour moi le mascara qui va être idéal au quotidien quand je veux quand même avoir des cils qui sont bien agrandis, bien allongés et qui se voient, qui sont recourbés, qui ont un petit peu plus de volume, qui sont juste jolis, mais que je veux pas me prendre la tête. Parce que là, en plus de ça, je remarque qu'il n'a pas fait de taches, donc... Vraiment finalement un bon mascara que j'avais un petit peu oublié. Je vous dis vraiment pas le meilleur et le plus dingue, le plus intense. Mais comme ça, en une couche rapide, il est juste joli en fait. Alors pour les crayons à lèvres, le premier produit qui me vient en tête, c'est le Spice de chez MAC.
grand classique que moi j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, qui est pas ma teinte préférée, qui est pas la teinte, j'ai l'impression, qui me va le mieux, qui est un petit peu plus chaud et orangé pêche que ce que j'aimerais. Mais c'est un crayon qui à l'époque était incontournable. Il est quand même très chaud, je vous dis, donc là il va pas forcément aller avec mon look. J'ai aussi pensé aux crayons de chez Make Up For Ever qui étaient des grands classiques mais qui le sont toujours. Et je sais que notamment 2-3 teintes comme ça, brunes un petit peu froides, sont revenues sur le devant de la scène récemment puisqu'elles ont été utilisées par... Je me demande si c'est pas Hailey Bieber qui a remis un de ses crayons sur le devant de la scène qui a fait que du coup tout le monde en a parlé alors que je veux dire ils existent depuis toujours et déjà il y a 8 ans d'ici tout le monde disait qu'ils étaient dingues. Mais du coup ils ont fait une réapparition donc bon voilà c'est pas forcément des crayons oubliés. Tout ça pour dire que finalement j'ai eu du mal à trouver un crayon qui était vraiment très représentatif de l'époque et qui aujourd'hui aurait été mis un petit peu sur le côté, si ce n'est oui les crayons de chez MAC, mais je vous dis la teinte là aujourd'hui me plaît pas et n'ira pas avec ce que je vais utiliser après. Donc je vais utiliser un crayon de Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk mais en teinte de médium. C'est des crayons qui sont toujours sur le devant de la scène, toujours très appréciés et qui, j'ai pas l'impression à l'époque, étaient forcément mis en avant, mais écoutez, voilà, c'est le crayon qui va aller aujourd'hui. Et puis mine de rien, même si Charlotte Tilbury n'avait pas à l'époque le succès phénoménal qu'elle a maintenant, elle était quand même très connue. Elle était connue surtout justement pour la gamme Pillow Talk et les rouges à lèvres et crayons à lèvres Pillow Talk. Donc écoutez, on va dire qu'on reste dans le thème. Par contre pour le rouge à lèvres, j'ai tout de suite immédiatement pensé à Patina de chez Stila, qui était la teinte à l'époque que tout le monde s'arrachait. C'est un rouge à lèvres liquide mat. Je vous dis Stila, je sais que c'est un petit peu moins connu par ici, mais moi j'ai acheté cette teinte, encore une fois, hein, juste parce que j'en entendais tellement parler que je me disais ok, c'est la teinte de rouge à lèvres à avoir, alors que a priori ce genre de rosé c'est pas celle que je préfère. C'est vrai que c'est une très jolie teinte, mais voilà, a priori c'est pas mes couleurs préférées. Elle est quand même très bien faite. Et puis en gloss, j'ai pensé au gloss de chez Fenty, mais c'était quand même un petit peu plus tard, hein, les gloss de chez Fenty. Est-ce que c'était pas déjà quand même en 2018, fin 2018? Je sais plus exactement. Donc j'ai été regarder un petit peu avant et dans ma mémoire, le gloss par excellence avant 2018, c'était le White Russian de chez Buxom. Pareil, Buxom, pas une marque qu'on connaît beaucoup par ici, pas une marque qui est forcément facilement accessible, mais une marque qui est connue pour ses produits à lèvres, notamment pour ses gloss. Ici, c'est un gloss repulpant, un petit peu mentholé, et la teinte White Russian. Moi, ce que je vais faire, c'est en mettre un petit peu sur le dos de ma main et l'appliquer sur mes lèvres juste au doigt délicatement. Donc je vous dis, hein, c'est un gloss un petit peu repulpant, donc mentholé, on le sent, mais c'est pas non plus un truc qui arrache comme les Too Faced, mais c'est mentholé, on le sent. C'est un très joli gloss. On fait de nos jours beaucoup mieux, si vous voulez, on fait des glosses qui sont beaucoup plus glossy, là j'en ai mis qu'un tout petit peu, hein. On fait des glosses qui sont beaucoup plus glossy, qui sont pailletés, qui sont juicy, qui sont très beaux, donc c'est vrai que ça aujourd'hui ça peut paraître un gloss banal, mais à l'époque c'était quelque chose. Et voilà donc le résultat final. Les yeux définitivement sont un petit peu plus chauds que le reste, mais à l'époque il n'y avait pas forcément, pas beaucoup en tout cas, d'harmonie de couleurs froide et ouais, on le voit dans cette palette, clairement c'est le chaud qui dominait. Donc écoutez, j'espère que si vous avez connu cette époque, vous aurez apprécié ce petit moment de nostalgie. Moi ça m'a fait mine de rien redécouvrir et repenser à certains produits que je vais réessayer plusieurs fois pour voir finalement ce que j'en pense aujourd'hui. Mais ce premier résultat, je dois dire, je suis assez convaincue. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!